Voilà, donc ici, cette vidéo va concerner, donc, c'est un supplément par rapport à une vidéo que je vais mettre en lien, qui est tout simplement le calcul des forces de pression sur un corps immergé qui fait un angle alpha. Qui fait un angle alpha par rapport à la surface libre. Alors, vous voyez le corps immergé, hein, si on regarde de face, ben, on voit une surface voilà, étendue, qui est la partie droite, avec, en regardant de face, bon, on peut voir que le centre de gravité se trouve à une distance xg de la surface libre, et qu'un point M avec un élément de surface ds se trouve à une distance x de la surface libre. Si je fais une projection sur la gauche, donc je vais considérer que ce qui est en vert, qui va de A à B, ben, c'est la surface libre qui est projetée voilà, sur un plan, on va dire, faisant un angle alpha, parce que le corps immergé fait un angle alpha par rapport à la surface libre, tout simplement. Que le x, ben, c'est que le x est la distance voilà, où s'applique une force élémentaire dF sur la surface élémentaire ds autour du point M. G, c'est le centre de gravité, bon, j'ai reprojeté. Et F, bon, c'est la force résultante. C'est la force résultante qui va se situer en un point donné, voilà, en un point donné de la surface. Voilà. Et le tout, c'est de trouver le point d'application M1. Où se trouve ce point M1? Eh bien, ici, bon, j'ai déjà calculé bon, beaucoup de choses. Les forces de pression, je peux vous dire que ce qu'elles valent. Euh, les forces de pression étaient calculées, donc c'est la vidéo précédente. Donc je dirais que les forces de pression euh, valaient exactement, les forces de pression valaient la pression effective au centre de gravité fois la surface S. Voilà, que valait et je vais me baser sur ça pour chercher le point d'application de la force résultante. Sachant qu'on a un liquide au repos, il est homogène, avec une surface bien sûr que libre au repos. Hein. Elle ne bouge pas, elle est fixe. Et donc j'aurais besoin de ceci, qui a déjà été démontré dans la vidéo précédente, mais ceci n'est rien d'autre que la force de pression, qui peut s'écrire aussi, petit instant parce que je change de couleur, je ne sais pas pourquoi il ne change pas de couleur, voilà. Voilà. La force de pression vaut quoi? Ben, la pression vaudra ρg fois le sinus de l'angle d'inclinaison du plan incliné où se trouve le corps immergé. Il se trouve sur un plan incliné par rapport à la surface libre. Donc alpha, c'est l'inclinaison entre la surface libre et le plan où se trouve la surface plane. La surface plane. Donc je peux écrire que c'est fois xg fois s. Bon, et tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est kiff kiff et borico. C'est la même chose. Rho g sinus alpha xg fois s. Ou si vous voulez, je peux même l'écrire par rapport à la hauteur au centre de gravité. Je peux l'écrire rho g fois sinus alpha fois la hauteur au niveau du centre de gravité. Bon, tout ça, j'ai démontré dans la vidéo précédente. C'est la même chose. C'est des écritures équivalentes. C'est des écritures équivalentes. Donc ça dépend toujours du liquide, du lieu, bien sûr de l'inclinaison et bien sûr de la surface. Voilà. Ceci étant dit, grâce à ça, je vais pouvoir trouver le point d'application de la force, de la résultante des forces. Comment? Eh bien, en utilisant l'équation des moments. Cette fois-ci, je vais utiliser l'équation des moments. Alors qu'auparavant, tout simplement, je suis parti de l'élément de force dF, où dF est égal à PDS, et puis dF égale ρ g h fois ds, et puis voilà, c'est de la trigonométrie, et je vais rechercher bien sûr les notions de centre de gravité pour pouvoir trouver voilà, l'expression de la force de cette force de pression du corps sur le corps immergé, la force de pression sur le corps immergé par rapport au centre de gravité. Bon, mais ici,
je vais aller rechercher ceci, le dessin de gauche uniquement, et chercher le point d'application. Alors intuitivement, on pourrait se dire que le point d'application va se retrouver plutôt vers le bas. Et donc j'ai mis en bas par rapport au centre de gravité. Quand je dis en bas, c'est par rapport au centre de gravité. Donc j'ai mis la force va être appliquée en M1, donc en bas de G. Voilà, supposons que c'est le lieu, le point d'application de la force résultante. Donc ça c'est G, et là on a F, on a le M1 qui est en dessous de G. En dessous de G. Alors pour ça je mets un axe ici, vous voyez un axe sortant, qui est un axe comme ça bien sûr, mais vu de face, et vu de face, ben, on voit un point comme ceci. Et donc c'est en même temps mon origine, mais c'est en même temps, voilà, l'axe AB. C'est un axe AB. C'est un axe AB. Et donc je vais calculer le moment par rapport à ça. Donc si je calcule le moment, ben, il faudra que je prenne un élément de force ici fois le bras de levier est égal à enfin fois le bras de levier oui ici attention que je vais faire d'abord la force F, la résultante c'est la force F fois sa distance x1 est égale à la force df par rapport à sa distance f, mais calculée sur toute la surface. Alors je vous rappelle que x est variable hein, linéairement, donc on va écrire s à travers de df fois x, où x varie à travers s, alors que x1 est constant. X1 est constant. Hein. Bon, x1 c'est un point constant, c'est un point d'application qu'on recherche. Où se trouve x1? Il y a de fortes chances qu'il se retrouve en bas du centre de gravité, et c'est ce qu'il faut prouver ici, et ça va être facilement démontrable. Vous allez le voir, il va bien se trouver en bas du centre de gravité. Donc pour ça, il faut que je mette en relief le centre de gravité. Donc, mais comme bon, j'ai une expression qui donne les forces de pression, enfin je sais pas ce qu'il est, là ici, j'ai une formule qui donne, voilà, par rapport au centre de gravité. Donc je vais utiliser cette formule-là pour pouvoir m'en sortir et démontrer qu'on a un lieu plus bas. Mais ça, c'est grâce au bras de levier. Enfin, que la résultante de force, le centre de pression se trouve en dessous du centre de gravité. Alors, pour ça, je vais calculer d'abord ceci. Le F, je viens de vous dire que c'est rho g sinus alpha fois xg fois xg fois s fois xg fois s. Voilà. Et donc, et là, le calcul de df, df, on sait bien que c'est aussi rho g sinus alpha. Alors alpha est constant, hein, bon, si c'est un angle d'inclinaison qui ne varie pas. Fois bon, je vais le faire sur une page à part parce que je commence à déjà à m'y perdre. Je vais le faire sur une page à part parce que je n'ai plus de place, et quand je n'ai plus de place, bon, j'ai du mal à savoir ce que je devrais placer. Donc ici, je vais remettre le F fois x1. Bon, le F, on vient de dire que c'est rho g sinus alpha. Je vais travailler par rapport au centre de gravité xg fois, oui, c'était pas F, c'est x. xg fois s fois x. Fois le f étant, la résultante étant x1. x1, ouais, x1, c'est x1. La résultante de force étant x1. Donc le bras de levier par rapport au calcul de l'axe AB, ben, il est en x1. Donc c'était bien x1. Et ça, c'est égal à l'intégrale de df fois x, où x est variable. Et donc c'est rho g sinus alpha aussi, parce que c'est un élément de force qui est dépendant du rho, de la gravitation et de l'inclinaison. Et bien sûr, l'intégrale de, à travers la surface, hein, S, de, alors ici un X,
x fois l'intégrale de... alors le x ici, je vais rentrer avec le x. Ça, c'est le x là. Et ça, le x là, il est contenu dans le df1. Voilà, il est contenu dans le df. C'est comme ici, on le voit apparaître. Hein. Rho g sinus alpha. Voilà, il y a x ici. xg. Alors, pas confondre le xg et le x1. Pas confondre ce x là et ce x là. Et donc, au total, ben, ça va donner x fois x, ça fait x carré au travers de toute la surface. Voilà, et vous pouvez vous rendre compte qu'ici, première chose, on peut simplifier. Rho, g, sinus alpha. Donc on aura, et bien sûr, j'aurai x, g, s, x1 est égal à... ben ça c'est le produit d'inertie. Vous voyez que on a... Enfin, je m'excuse, pas le produit, je m'excuse. Hein, c'est pas le produit d'inertie, c'est l'inertie. C'est un ordre 2, oui, mais c'est pas le produit d'inertie, parce que le produit d'inertie, c'est x fois y. Je vais le montrer dans un petit instant. Alors, celui-ci, ben, qu'est-ce qui va rester? Il va rester intégrale sur toute la surface de x carré ds. Alors, je vous rappelle, un ordre 0, c'est une surface fois une longueur. Ça, c'est les caractéristiques d'une surface. Hein. Sur une surface S, si on fait une surface fois une longueur exposant 0, c'est ordre 0, c'est un moment d'ordre 0. Moment d'ordre 1, c'est un moment statique. C'est une surface fois une longueur de voilà, dimension 1. Ordre 2, c'est un moment d'inertie. Si on a x carré, voilà, je vais vous montrer dans un petit instant. Ou ça peut être un moment centrifuge ou produit d'inertie. Je vais vous montrer les différences entre les deux. Voilà, ça c'est un moment statique. Hein. C'est un moment d'ordre 1. C'est-à-dire que la surface ici étant positive, je calcule voilà, le moment statique par rapport à une surface S ronde, S étant la surface S ronde, de Y à travers toute la surface de Y ds ou X dx, soit l'axe est X ou soit l'axe est Y. Alors si l'axe est X, on a Y exposant 1, c'est bien une surface fois exposant 1, y exposant 1, x exposant 1 fois une surface. Donc c'est bien un moment d'ordre 1. Alors si vous voulez un moment d'ordre 2, voilà, le voici. Enfin, c'est toujours un moment statique. Hein. Le moment statique permet de calculer voilà, le xg et le yg. Il suffit de faire le moment statique suivant x divisé par la surface. Et le moment statique de y par rapport à... le moment statique de y par rapport à y, par rapport à l'axe y, divisé par la surface donne YG. Donc on peut trouver aussi bien XG que YG grâce au moment statique, c'est-à-dire au moment d'ordre 1. Bon, maintenant je vais regarder le moment d'ordre 2. Moment d'ordre 2, le voici. Vous avez un carré ici. Un carré. Et ça, si vous mettez X1, Y1, on a un polynôme de second degré, c'est le produit d'inertie ici. Voilà, c'est le moment d'inertie, le produit d'inertie ou le moment centrifuge. Voilà, XY. Mais maintenant, si je calcule par rapport à l'axe X, on a le moment d'inertie axial suivant l'axe X, ou je peux calculer le moment d'inertie suivant l'axe Y, qui est X carré ds. X carré ds. Eh bien, vous voyez qu'ici, c'est bien ça. X carré ds, c'est bien euh, un moment d'inertie. C'est un moment d'inertie. C'est un moment d'ordre 2 fois une surface. Un moment d'ordre 2 fois une surface. Un moment d'ordre 2 fois une surface, mais c'est pas c'est celui-ci, pas celui-là, parce que celui-ci, il met en jeu xy, alors que celui-ci, c'est x carré ou y carré, ça dépend. Suivant l'axe des x ou suivant l'axe des y. Voilà. Et donc, on a ceci. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, que ceci, c'est l'inertie. Par rapport à quel axe? Ben, par rapport à l'axe AB. C'est une inertie par rapport à l'axe AB ici. Que vous voyez là, qui a été formé sur l'origine. C'est un axe vu de face, on voit un point, ça veut dire que l'axe il sort. Donc c'est une inertie par rapport à l'axe AB. Donc je peux dire que XGS-S1 est l'inertie par rapport à AB. Puisque x carré dx c'est une inertie par rapport à quel axe? L'axe AB. Donc XGS1
xg, je sais pas, c'est pas ça que je voulais marquer, xg s, je sais plus qu'est-ce que j'ai marqué, x1, xg s x1, xg s x1, voilà, on va marquer ça comme ça. Ben, c'est quoi? Ça, c'est l'inertie par rapport à AB. Alors, comment faire pour voir si où se trouve-t-il? Il se trouve où? En bas ou au-dessus? Je vous ai dit qu'intuitivement, on peut le démontrer qu'il est en bas. Un petit moment, je vais montrer ça. Voilà. Là, je l'ai mis en bas du centre de gravité. Donc, là, j'ai bien mis mon centre de gravité. Je l'ai. Mon centre de gravité est bien représenté dans mon équation. Voilà, mon centre de gravité, il est là. Ici, je l'ai représenté en bas, parce que c'est de manière intuitive, on peut dire qu'il est en bas. Mais je vais vous prouver ici qu'il est en bas. Le point d'application est en bas, avec les centres avec les inerties. Alors pour ça, il faut que j'écrive que x1 est égal à x1 est égal à IAB sur xg fois s, et je vais partir de ça. Alors vous allez me dire où est le centre de gravité, il est en bas, mais c'est pas encore suffisant pour voir si le x1 il est avant ou après. Le centre de gravité, ça ne suffit pas. Alors pour ça, je vais aller chercher un théorème sur les inerties, justement, le moment d'inertie. Alors, je vous rappelle, donc le moment d'inertie d'une surface par rapport à un axe quelconque est égal au moment d'inertie. Donc je prends une surface quelconque. Voilà, il faut que je mette le centre de gravité parce que je vais calculer par rapport au centre de gravité. Bien sûr, il y a un axe XY qui est fixé. Bon, je le mets un peu trop grand. Je vais recommencer ça. Je mets une petite surface parce que c'est un peu trop grand. Je n'arrive plus à mettre mes axes. Là, alors j'ai un axe, bien sûr, comme ceci et comme ceci. Alors c'est un axe X, O, Y. Alors je vais mettre au centre de gravité, je vais faire passer un second axe qui est l'axe, un axe X'. Bon, c'est un décalage. Alors là, bien sûr, pour aller de X à X', c'est décalé de, voilà, on va dire d'un décalage que je vais appeler petit a. Et puis, si je calcule par rapport à un point Y ici, par rapport à Y, mais je dois tenir compte de Y' au point. Voilà. Et donc, sachant qu'ici, on a le centre de gravité. Hein. Alors, je peux écrire que si je calcule le moment d'inertie par rapport à l'axe X, que je vais appeler IX, mais le moment d'inertie, c'est l'intégrale de... Bon, ici, je vais appeler la surface... je vais l'appeler la surface, je vais l'appeler S. La surface ici. Voilà. Et là, bon, j'ai un élément de surface que je vais appeler ds. Donc, on va appeler ds, on aura y carré ds. Oui, mais y carré ds, y, c'est quoi? C'est a plus y' au carré. C'est-à-dire qu'on aura a carré plus 2ay' plus y' carré. Voilà, et donc si je calcule l'intégrale de ça, c'est l'intégrale de a carré, bien sûr, a carré étant une constante, ds, à travers toute la surface, bien sûr. Donc c'est on aura a carré fois s. Parce que ça, c'est a carré fois s. Donc, j'aurai l'intégrale ix est égal au décalage a carré fois la surface plus l'intégrale
de 2AY', 2AY' ds, pour toute la surface, 2A étant une constante, je peux sortir. Voilà. Et ceci, ça fait 0. Pourquoi ça fait 0? Parce que je calcule par rapport à un axe central qui passe par le centre de gravité. Vous allez voir tout de suite. Voilà. Le Y' il est calculé par rapport à l'axe X' tout simplement. Et le X' il passe par le centre de gravité. Le centre de gravité, ici, c'est un axe central. C'est un axe central, donc ça fait ici, ça fait 0. On va dire que ça fait 0 pour ceci. Bon, maintenant, il va rester quoi? Il va rester Y' carré. Y' carré. Donc, intégrale de Y' carré ds à travers toute la surface. Et ça, c'est l'inertie par rapport à X'. Donc c'est l'inertie par rapport à X'. Oui, attention qu'ici, ce que j'ai noté là, c'est un moment statique, hein, c'est ce que je voulais dire. C'est pas ça, c'est un moment statique. C'est un moment statique qui est calculé par rapport à X'. Donc, moment statique, comme c'est un centre de gravité, il vaut 0. Voilà. C'est un moment statique. On a un axe central, puisque le centre de gravité, il y a un axe central qui passe par là, et donc le moment statique, il vaudra 0. C'est le moment statique, ça. Là, le moment d'inertie, il est là. Voilà. Donc, en fait, on aura quoi? L'inertie par rapport à x est égale à a carré s plus s étant la surface, bien sûr, fois i'x. Donc, ça veut dire que, en d'autres termes, le moment d'inertie d'une surface par rapport à un axe quelconque est égal au moment d'inertie de cette surface par rapport à l'axe passant par son centre de gravité qui exprime, et parallèle à l'axe donné qui est x, augmenté du produit de sa surface par le carré de la distance entre les axes. Et donc, c'est valable pour y. L'inertie par rapport à y, hein, vous aurez la même chose. Hein, vous aurez la même formule. On aura la même formule. Donc, vous voyez que ici, l'inertie en x', c'est l'inertie en x augmentée de la distance au carré fois la surface. Ce n'est que ça. Et donc, si j'applique ça ici, IAB, ben, IAB, je peux l'exprimer par rapport au centre de gravité. Je peux l'exprimer par rapport au centre de gravité. Et donc, je peux écrire que vaut IAB. IAB va s'écrire IG par rapport au centre de gravité. Et bien sûr, je dois multiplier par la surface, fois la surface, mais fois A carré, c'est la distance qu'il y a entre AB et le centre de gravité. Entre AB et le centre de gravité, je rappelle qu'AB c'est l'origine, hein, donc c'est XG. Voilà, donc le centre de gravité il est là. Voilà, entre AB et XG, ben, on a, ça c'est XG. Ça mesure XG. Parce que AB, l'axe, bon, il est en 0. Hein. C'est un axe qui est vu de face ici, c'est pour ça qu'on voit un point sortant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, si j'applique ceci, G, donc j'aurai XG, bien sûr, au carré, parce que c'est A carré fois S. A carré fois S, bien sûr, sur XGS. Et voilà. Et maintenant, je vais traiter ceci. Et grâce à ça, je peux avoir ce qu'il faut. Alors,
je vais retirer x1. Alors je rappelle, on a x1 est égal à ig x carré s, ig x carré plus xg carré s, le tout, je vais décomposer la fraction. Alors, je vais aller rechercher ces résultats parce que bon, je sais pas dans quelle page. Voilà, xgs, sur xgs. Voilà, et à partir de là, je peux savoir sur xgs sur xgs. J'ai décomposé la fraction, hein. Donc le plus, je vais le mettre ici. Voilà. Alors maintenant, le xg, il vaut quoi? Il vaut ig sur xgs plus, là, je simplifie x carré avec xg, le s avec, et il va rester xg. Et là, j'ai une comparaison directe, voilà, de x1 par rapport à xg. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, alors je rappelle que le 0, il est là, xg, il est là, voilà. Si je fais x, le 0, il est là, hein. Si je fais xg plus quelque chose, bon, on se retrouve là. Après, on a après xg, puisqu'on a rajouté ig sur xgs. On a rajouté une quantité due à l'inertie, voilà, l'inertie par rapport au centre de gravité. L'inertie par rapport au centre de gravité. Ah ben, bien sûr, une constante près, parce qu'on divise par xgs, ben, on fait une quantité k plus xg. Ben, x1 est égal à k plus xg, ben, c'est que x1 il est en dessous de xg. Et donc le point d'application, il est en dessous du centre de gravité. Et je dirais même plus, à une distance d'autant plus grande que de celui-ci que xg est petit. C'est-à-dire que plus xg est petit, et puis cette distance, enfin la quantité ig sur xg est grande. Si xg est petit, la quantité ig... donc le centre de pression est toujours situé en dessous du centre de gravité, mais maintenant sa distance est d'autant plus grande bien sûr, du centre de gravité que xg est petit. Si xg est petit, ben, la quantité ig sur xg est grande, et donc on aura xg plus quelque chose de grand. Et xg petit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la surface est moins profondément immergée. Hein. Elle est moins profondément immergée. Je vous remercie.